est un peu surpris à plus d'un titre. D'abord parce qu'on n'était pas sûr qu'à 17h, vous seriez très nombreuses et nombreux, et finalement, vous l'êtes. Alors moi, je m'appelle Romain Baucher, je suis l'animateur de cette discussion sur les citoyennes, les citoyens changent la politique. Et je pensais animer un débat avec 4 personnes formidables, et finalement, elles seront 7, puisque les intervenants du débat d'à côté ont proposé de nous rejoindre et de venir discuter avec nous. Alors Clément, comme tu étais animateur du débat d'à côté, je ne sais pas comment on va s'organiser, parce que là, on n'a pas beaucoup de temps pour se coordonner. Ok, bah, on va essayer de répartir la parole au mieux. Alors, j'avais prévu de parler très peu, mais je vais parler encore moins, du coup, parce qu'on est plus nombreux. Donc, moi, je m'appelle Romain Baucher. Quelques points à la fois de problématiques et pratiques que je vais mélanger allègrement. En matière de masques, donc la condition pour que le Festival des idées se tienne, c'était évidemment de prendre toutes les précautions nécessaires. Donc merci, je vois que tout le monde là, merci beaucoup. De notre côté, je crois que l'animateur a le droit de ne pas mettre de masque, mais je vais quand même le faire par solidarité. Et les intervenants peuvent l'enlever le temps de parler, mais le remettre immédiatement après. En matière de chaises, on a bouleversé la disposition de la salle. A priori, on a gardé 1 mètre de distance entre les chaises. Je vous demanderai juste un coup de main pour la remettre ensuite, puisqu'après il y a une plénière ici, et donc il faudra refaire les rangs, mais il suffira qu'on soit à 4 ou 5 à le faire, et ça suffira. Voilà, donc moi je suis Romain Baucher, je viens du Morvan, juste à côté d'ici. J'ai longtemps travaillé avec Christian Paul, ce qui me vaut d'être, je pense, ici et d'animer cette discussion. Jacques-François, tu peux nous rejoindre, il reste une chaise pour toi. Voilà, donc la thématique initiale de la discussion, c'était les citoyens changent la politique. Alors quand le thème m'a été proposé, j'ai suggéré de le transformer au moins à l'écrit en les citoyennes et les citoyens changent la politique. D'abord parce que ça se fait quand on est en 2020 et que c'est important, mais aussi parce que sur ce thème-là, il est possible qu'il y ait davantage à attendre des citoyennes que des citoyens. Je pense que ça pourrait être un des thèmes de discussion de la soirée, et je me tourne notamment vers toi, Kitri. Le thème était affirmatif, les citoyens changent la politique. Donc je ne vais pas à chaque fois vous faire citoyens, citoyennes, mais s'il vous plaît, prenez-le comme ça. Et si parmi les intervenants, certains veulent dire les citoyennes pour dire les deux, ça ne me choquera pas. Donc le thème était affirmatif, les citoyens changent la politique. Et je me suis dit que c'était un peu présomptueux, et que c'était un peu comme dire, parce que tous les journaux en parlent et que tout le monde en parle, l'agriculture est entièrement devenue bio, puisque c'est partout. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose en matière de participation citoyenne. On est tous capables de citer, alors a fortiori parmi les intervenants et les intervenantes ici, des cas, des initiatives intéressantes, plus ou moins réussies, certaines massives, je pense qu'Eliott en parlera tout à l'heure. Et en même temps, si on regarde de l'autre côté, du côté de la politique, est-ce que fondamentalement, les citoyens ont réussi à changer quelque chose ces derniers temps? Alors, il y a Priscilla Ludowski qui est censée nous rejoindre par Zoom. On essuie peut-être un peu les plâtres d'être le premier débat, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Mais évidemment, Priscilla Ludowski qui est une des figures des Gilets jaunes, qui a fondé récemment la Ligue citoyenne, je serais assez intéressé d'avoir son avis sur ce sujet-là. Bon, mais une fois qu'on a dit qu'on n'était pas certain que les citoyens changent la politique, donc peut-être on se rajoute un point d'interrogation. J'étais assez content d'avoir autour de la table des personnes qui ont différentes manières de changer la politique, de changer les politiques publiques. Donc certains changent la politique en tant que jeu démocratique, essaient de changer la représentation, essaient de changer l'influence des citoyens, la manière dont se fait la démocratie et la politique. D'autres essaient de changer les politiques publiques. Je pense à Frédéric à côté de moi sur un thème précis et très inscrit localement qui est la forêt. Et donc, voilà, il y a une certaine diversité. Alors, on est rejoint en plus par Paola Forteza, donc, qui est députée, par Clément Mabi et par Jacques-François Marchandise, donc, qui avaient tous les trois prévu de parler de numérique. En fait, je propose qu'on organise la discussion. Alors, on va tous condenser le temps imparti, voilà. Mais peut-être dans une forme de ping-pong et voir comment est-ce que le numérique outil pourrait outiller davantage ce changement de la politique par les citoyens. Donc, on va essayer de vous laisser un peu de temps. Voilà, dernière chose peut-être pratique que je voulais vous proposer, et alors c'est renforcé par le fait qu'on est encore plus nombreux en face de vous.
Il n'y aura pas forcément énormément de temps parce qu'il va falloir rendre la salle à un temps très précis pour les questions du public, ce qui peut être extrêmement frustrant, mais pour ne pas vous frustrer et pour que ce soit plutôt plus agréable, on sera à peu près toutes et tous à votre disposition en bas, éventuellement avec un verre, voire un repas, parce que ce sera l'heure, pour échanger davantage sur les différentes questions. Donc voilà, j'ai vu avec les uns et les autres, et ce sera possible. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, Priscilla est parmi nous? Je n'ai pas l'impression. Écoutez, je vous propose qu'on commence par un rapide tour de table, même s'il n'y a pas de table, où chacun, brièvement, peut dire qui il est, se présente, et puis sur ce sujet de la citoyenneté et des citoyens qui changent la politique, parler un peu d'un élément déclencheur. C'est-à-dire, je pense qu'on n'est pas tous forcément avec l'idée que les citoyens doivent changer la politique de l'extérieur. Et donc, on a des éléments déclencheurs dans notre parcours, et donc je veux bien que vous nous en parliez. Donc, Elliot, Kitry, Frédéric, Paola, Clément et Jacques-François, si ça vous va d'improviser sur ce thème-là, ce sera avec plaisir aussi. Dans un deuxième temps, parce que c'était la demande que Christian m'a faite, chacun présentera une initiative assez forte en matière de les citoyens tentent de changer la politique, en allant un peu dans le détail, c'est-à-dire que les organisateurs du Festival des idées voulaient qu'on aille assez loin dans la présentation de certaines initiatives. On ira un petit peu moins loin avec le temps contraint. Et puis après, qu'on ouvre un peu des perspectives sur aujourd'hui, en ce moment, quelles sont les initiatives intéressantes et quelles en sont les conditions de succès, et puis aussi que des initiatives puissent se parler en se croisant. Et donc, avec un fil rouge sur le numérique, n'hésitez pas à prendre la parole quand vous voulez. Merci. Et Elliot, si tu veux, tu peux commencer. Merci beaucoup, bonsoir, bonjour à toutes et tous. Moi je m'appelle Elliot Lepers, je fais globalement de la politique depuis une dizaine d'années, dans différentes manières et avec une tentative, je pense, qui est de voir comment est-ce qu'on peut faire autrement, quels sont les territoires qui restent à explorer. Moi à la base j'ai une formation de designer. Et ce qui m'intéresse avant tout, c'est de se dire que quand on fait de la politique, quand on essaye de changer la société, on travaille avec des humains. Notre matière première, ce sont des humains dans toute leur complexité, dans toute leur médiocrité parfois, avec leurs défauts, leur complexité. Et donc, concevoir des moments où on peut se rassembler autour d'une grande cause, et notamment la question de l'écologie qui m'a beaucoup animé. J'ai commencé en politique auprès des écologistes avec la campagne d'Eva Joly, en 2012, et puis ensuite j'ai beaucoup bossé auprès d'organisations non gouvernementales. Et la question de... Je peux enlever, parce qu'après j'ai peur de contaminer le micro. Comme on va se le passer, je ne sais pas si ça protège grand-chose. Et voilà, ce qui m'habite en tout cas, c'est d'explorer qu'est-ce qui peut être fait différemment. Et quels sont les blocages qui empêchent que des mouvements deviennent massifs sur les grandes mobilisations sociales qui animent notre société. Et aujourd'hui, on est dans un moment charnière. On a peut-être... ouais. Ce n'est pas Priscilla. Et voilà, moi, ce qui me marque depuis la décennie qu'on vient de vivre, c'est finalement qu'on a vu émerger des mobilisations sociales absolument massives dans le monde entier sur des thématiques qui étaient... quasiment risible il y a encore quelques années dans les médias, à la fois sur la question des violences faites aux femmes, la question des violences policières, et sur la question du climat, et puis sur la question sociale, on l'a vu avec notamment les grèves historiques qu'on a vécues en France, le mouvement des Gilets jaunes. On a des mouvements sociaux particulièrement structurés, particulièrement vivaces en France, qui sont petit à petit en train de prendre... la main sur la vie politique française. C'est-à-dire que c'est ces mouvements-là qui insufflent le rythme, qui insufflent l'agenda. Et cette bascule, on l'a observé voilà, au cours de la dernière décennie. Et moi, j'ai été aux premières loges de ce sujet-là. Et je pense que c'est justement perturber finalement l'institution politique. C'est le rôle des citoyennes et des citoyens qui n'attendent pas l'autorisation et décident que l'urgence est trop grande et donc que les institutions suivront. Et donc l'expérimentation rendue possible effectivement par le développement de nouveaux outils qui nous fait aujourd'hui assister à ces chambardements absolument phénoménaux. Moi je pense, pour répondre à ta question et terminer, un des déclencheurs pour moi ça a été l'affaire Wikileaks. Cette publication de millions de documents confidentiels de l'armée américaine, tout début des années 2010, par Julian Assange, et où, à ce moment-là, on rend visible, on rend tangible le fait qu'il y a
à un moment donné, une forme de déloyauté dans la relation entre les administrés et l'administration. Et que l'État n'est plus au service de ses citoyennes et de ses citoyens, mais c'est l'inverse. Et on se rend compte qu'en fait, il y a à la fois un mensonge massif sur la question de l'armée, et puis derrière, toute la question de la surveillance qui est mise au jour avec les révélations d'Edward Snowden par la suite. Et à ce moment-là, pour moi, on rend visible l'espèce de déséquilibre absolument massif qui nous montre que finalement, on a perdu la main en tant que citoyenne et en tant que citoyen, et qu'il va falloir la reconquérir d'une manière ou d'une autre. Merci. Donc un premier moteur qui est le constat de la déloyauté de l'État vis-à-vis de ses propres citoyens. Kitri. Bonjour, je m'appelle Kitri de Villepin, j'ai 42 ans, je suis maman de 4 garçons, 17, 15, 8 et 6. J'ai d'abord, après avoir été étudiante, je me suis engagée dans le milieu associatif. Je fais des campagnes de communication pour des associations comme Greenpeace, Max Havelaar, les Amis de la Terre, et c'est eux qui m'ont enseigné tout ce que je n'avais pas appris, ni dans ma famille, ni au cours de mes études. Et j'ai décidé, en les côtoyant, de m'engager en politique. Alors, je ne pouvais pas m'engager comme eux, à l'extrême gauche et les gauches et tout, par loyauté familiale. Donc, du coup, j'ai choisi un endroit qui était l'endroit où il n'y avait pas grand-chose. C'était le centre, à l'époque, de François Bayrou, en 2003. Et donc, il n'y avait personne chez lui. Il y avait, du coup, plein de place pour des nouveaux visages et surtout des nouvelles idées, où j'ai poussé, du coup, les thématiques qui me tenaient à cœur, que j'avais apprises aux côtés de mes collègues associatifs. Et voilà, et là, ça a été 6 ans d'engagement militant, 3 ans d'engagement professionnel pendant la campagne de François Bayrou, ce qui nie aujourd'hui, parce que je fais partie des emplois de l'affaire des assistants parlementaires, où François Bayrou dit que personne n'était payé par le Parlement. Je fais partie des cas. Donc j'ai appelé Locliffe quand il était encore ministre pour dire que je faisais partie, en tout cas moi, de ces cas-là, et donc pour aider aussi la justice à faire en sorte que les biens publics restent bien dédiés aux missions qui sont confiées aux élus. Et donc on va voir à la suite du procès ce qui va se passer. Je ne sais pas encore ce qui se passe, mais en tout cas je trouve ça important voilà, de participer à ça. Et puis donc après ces 6 ans d'engagement politique, on m'a proposé une tête de liste aux européennes et que j'ai refusé, notamment pour l'élément déclencheur pour moi sur la place des citoyens et des citoyennes dans le débat politique. C'était le traité de Lisbonne, donc en 2008. Moi, j'avais fait campagne en 2005 pour le oui à fond. J'ai beaucoup pleuré quand le non est arrivé. Et puis voilà, c'était la réponse des Français et il fallait l'accepter, la respecter. Et quand le traité de Lisbonne est arrivé, c'est vrai que pour moi, ça a été une déchirure très importante. Je me suis dit que je ne pouvais pas continuer à faire de la politique dans un parti voilà, qui faisait passer par la voie parlementaire une question qui avait été refusée par les Français. Donc moi, j'ai quitté la vie politique à ce moment-là, pour aussi d'autres raisons voilà, de ce que j'avais vu dans le milieu politique qui était un peu compliqué. Et donc c'est comme ça que voilà, je me suis émancipée de cet engagement-là et que je me suis tournée vers voilà, comment est-ce qu'on va construire des dispositifs avec les citoyens pour qu'ils puissent accéder et prendre leur place à la table des décisions. Et c'est comme ça que je vous parlerai de l'expérimentation Ma Voix, avec grand plaisir. Merci. Donc oui, on ne l'a pas dit, Elliot parlera tout à l'heure du mouvement climat des dernières années. Kitri donc parlera de Ma Voix, qui était une expérience en perspective des législatives 2017. Voilà. Frédéric. Merci. Alors oui, pardon, je ne l'ai pas dit en introduction. Sur le programme, vous avez Camille Legouille, qui représente le groupement forestier du Chat Sauvage. Elle n'a pas pu venir, et donc c'est Frédéric Baucher qui est là. Voilà. Donc bonsoir. Donc moi je suis le gérant de ce groupement forestier, qui est un groupement forestier citoyen. Hein, c'est-à-dire qu'un groupement forestier, c'est une société civile inscrite au tribunal de commerce. Et là, sa particularité, c'est que tous les sociétaires de cette société disons la totalité du capital social est détenue par des citoyens. Donc c'est Est-ce que peut-être avant de rentrer dans le détail du groupement, tu peux nous parler de ton parcours et puis de ce qui fait cet élément déclencheur? Voilà. Donc moi j'ai été, avant d'être gérant de ce groupement, donc j'ai été élu j'ai été maire d'une petite commune du Morvan pendant plusieurs années, plusieurs mandats. Pour des raisons personnelles et professionnelles, donc j'ai cessé. Et j'ai continué à m'impliquer dans la vie associative. Et donc il y a 5 ans, j'ai contribué à la création de ce groupement forestier. Alors qu'est-ce qui a déclenché? Quel a été l'élément déclencheur? Donc le Morvan, pour ceux qui connaissent, c'est une région boisée, peu peuplée, et avec, depuis longtemps, depuis les années 1960, donc un remplacement progressif des forêts traditionnelles anciennes. Alors on pourra revenir dessus, qui n'ont pas toujours non plus été bien gérées, loin de là, par des forêts de résineux.
et un processus qui s'est accéléré ces dernières décennies, créant chez les habitants, chez les citoyens, je dirais une double souffrance. Une double souffrance. La première qui est de voir effectivement les paysages complètement transformés, modifiés, c'est-à-dire perte de repères, etc., perte d'identité. Une prise de conscience aussi au niveau écologique que c'est tout un écosystème qui est détruit. C'est-à-dire que quand on détruit une forêt qui est ancienne, c'est tous les habitats pour la faune et la flore qui sont détruits. Donc il y a cette souffrance-là. Mais le deuxième aspect, c'était le sentiment d'impuissance. C'est-à-dire que quand vous discutiez avec les citoyens, avec les habitants, effectivement, c'était triste, c'était dommage, il y avait une vraie souffrance par rapport à ce qui était vécu, mais derrière, il y avait « on n'y peut rien ». On n'y peut rien. C'est d'ailleurs quelque chose qui était pris en compte par les acteurs. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, un des critères en faveur de l'enraisinement pour la filière bois, c'était ce qu'ils appelaient l'acceptabilité sociale. C'est-à-dire que le Morvan, c'était considéré comme un pays peu peuplé, une faible densité de population, des personnes âgées, donc des risques de réaction, de révolte très faibles. Donc ce critère d'acceptabilité sociale. Pour des gens plus jeunes, comme je l'étais à l'époque, c'était un élément qui n'était pas acceptable. Et à quelques-uns, donc il y a 5 ans, on s'est dit, même si ce que l'on va faire n'est qu'une petite goutte d'eau, on va au moins combattre ce sentiment d'impuissance. On va essayer de réagir à notre échelle, à notre niveau, et on a créé ce groupement forestier dont l'objet est d'essayer d'acheter des parcelles de forêt feuillues. Sur le détail de l'expérience, on y revient après dans le deuxième tour de table. Voilà, c'est ça. Donc, pour empêcher son enraisinement. Voilà. Et est-ce que, Priscilla, tu es avec nous? On me dit que oui dans l'oreillette, mais manifestement pas. Est-ce que vous acceptez de faire ce... Priscilla? Oui. Oh, bonjour. 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 Désolé, comme je disais, on essuie un peu les plâtres d'être le tout premier débat. Alors, je ne sais pas si tu as suivi le début, mais en plus, on est rejoint par le débat voisin. On a fusionné et les publics et les intervenants. Donc, vous êtes 7 intervenants. Donc Priscilla Ludowski, on est dans le tout premier tour, donc si tu peux te présenter rapidement et puis nous dire quel était l'élément déclencheur dans ta vie qui fait qu'à un moment donné tu t'es dit que les citoyens et les citoyennes devaient changer la politique en quelques minutes, et puis après si vous voulez vous prêter au jeu de cette première question, ce sera avec plaisir. Vas-y Priscilla, à toi. Tu nous vois toi ou pas? Nous on te voit, mais est-ce que toi tu nous vois? Oui, je vous vois. Oui, je vous vois. Super. À toi. Merci. Oui, alors pour ce qui me concerne, je me retrouve dans ce que pas mal de gens m'ont dit ces 2 dernières années, à savoir que on cumule les déceptions sur des sujets politiques. Et en tant que citoyen, on a l'impression qu'on nous invite simplement à voter et sans plus. Derrière, on n'a pas notre mot à dire. C'est la sensation que j'avais et que j'ai toujours eu jusque-là, que j'ai l'impression que pas mal de personnes partagent, alors que j'avais envie de plus. Alors j'ai commencé par une pétition parce que c'était ma manière à moi de poser sur le papier le questionnement que j'avais au sujet de la taxe carbone, mais pas uniquement pour me focaliser sur cette taxe en particulier, mais pour questionner la manière dont on met en place des mesures lorsqu'on nous dit qu'elles sont censées améliorer nos cadres de vie ou qu'elles sont censées participer à un élan de solidarité visant à financer quelque chose de plus grand. Et ça, pour moi, ça se retrouvait dans plusieurs autres mesures, puisqu'on a toujours ce rituel annuel de janvier, juste après les fêtes, on annonce toutes les augmentations, sans forcément après avoir sans avoir à côté le discours qui devrait aller dans le sens de l'augmentation des salaires, etc. Et donc, en fait, le niveau de vie de chacun n'évolue pas en fonction de toutes ces augmentations-là. Et la taxe carbone en faisait partie en janvier 2018, lorsque j'ai commencé à me dire mais pourquoi elle augmente, qu'est-ce qu'elle finance? Et là, vraiment, j'ai eu plus de temps à ce moment précis parce que j'étais en reconversion professionnelle pour me poser, parce que j'étais dans le salariat avant et je me suis mise à mon compte, et j'ai eu plus de temps pour me poser, me demander effectivement qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui se passait, pourquoi on augmentait. Et là, j'ai creusé, ce que je fais pas habituellement. Habituellement, je suis plutôt je dénonce dans un cadre hyper restreint et puis ça s'arrêtait là. Même si j'avais déjà fait 3-4 pétitions avant celle-ci, j'ai voulu creuser davantage avec celle-ci et en l'occurrence,
sonder un petit peu mon entourage sur la question, et puis ensuite plus largement les gens qui sont plutôt sur les réseaux sociaux. Donc en mai 2018, j'ai lancé cette pétition, je l'ai partagée jusqu'à l'été, et j'ai poussé le partage, et j'ai voulu aller encore plus loin en allant taper à la porte des médias pour pousser le débat public, mais je ne pensais vraiment pas que ça allait fonctionner, on va dire. Qu'en tout cas, le débat allait se poser clairement. Donc l'élément déclencheur, c'est transition professionnelle qui m'a permis d'avoir plus de temps à dégager pour me questionner personnellement sur pourquoi on nous impose une taxation qui finalement, on s'est rendu compte, qui était en partie, dont les recettes sont en partie détournées pour financer le CICE et non pas la transition écologique. Donc la réponse, je l'ai eue, mais j'ai eu des déceptions après. On rentrera peut-être dans le cœur du sujet ensuite, mais voilà, la question était posée dans le débat, en tout cas. Merci beaucoup. Et Elliot me fait remarquer que j'ai écorché ton nom en disant Ludowski et qu'il n'y a pas de V. Merci Elliot et pardon Priscilla. Merci. À vous, Paola, vas-y, est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire si à un moment donné dans ta vie, quelque chose, toi aussi, t'a conduite à vouloir faire irruption aux citoyens ou à vouloir faire irruption en tant que citoyenne dans la politique. Très bien, merci. Donc, je suis Paola Forteza, je suis députée des Français de l'Amérique latine et des Caraïbes. Je viens d'Argentine et pendant toute ma vie, j'ai travaillé sur comment appliquer le numérique aux politiques publiques, aux sujets d'intérêt général. Et moi, ce qui m'a inspirée, c'est de regarder travailler les techs, les techniciens, les développeurs, les data scientists, et de voir comment eux arrivaient à travailler de façon collaborative. Et ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, il n'y a pas que l'autorité ou le chaos. Il y a des façons de s'organiser de façon distribuée, décentralisée, où on arrive de façon organique à produire, à être efficace. Moi, par exemple, une plateforme que les développeurs utilisent beaucoup, qui est GitHub, me semble merveilleuse en termes d'organisation humaine, parce que c'est vraiment, il y a des modalités de modération communautaire, chacun peut contribuer, et le résultat du travail est vraiment collectif, et tout ça est fait de façon très, très intelligente et très collaborative. Et donc, je me suis dit, il faut qu'on puisse appliquer toutes ces logiques de travail distribué, décentralisé à la politique. Je me suis dit, c'est possible. Il faut qu'on remette à jour les institutions à l'ère du numérique, au XXIe siècle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc, j'ai commencé à travailler sur plein d'outils avec l'écosystème des civic tech et à essayer de m'intégrer dans les institutions. Peut-être les civic tech, est-ce que tu peux... Oui, technologie civique. Donc, c'est toutes les plateformes de consultation, de pétition, de budget participatif en ligne qui permettent que les citoyens puissent donner leur avis, participer, contribuer à la mise en œuvre d'une politique publique. Et donc, j'ai beaucoup contribué à que ces technologies civiques se développent en France et puissent être appliquées sur des vraies politiques publiques. C'est pour ça que j'ai voulu me présenter aux élections, c'est pour ça que j'ai voulu à chaque fois travailler au sein des institutions, c'est pour pouvoir faire que cet écosystème et cette société civile puissent intégrer les institutions à travers le numérique. Et donc, je pourrais en donner quelques exemples. Et je voudrais aussi parler 2 secondes plus tard d'une initiative qu'on porte en ce moment, qui est le droit de vote à 16 ans. Donc voilà, je reviendrai là-dessus plus tard. Merci beaucoup. Clément ? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation et l'accueil dans ce débat. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Donc, moi, je suis chercheur en sciences sociales à l'UTC de Compiègne, l'Université de technologie de Compiègne. C'est une école d'ingénieurs. Je suis un des rares bac L de cet établissement. Et moi, je travaille sur les relations en fait, entre la culture du numérique, c'est-à-dire au-delà des outils, tout ce qui se trimballe en termes de représentation, d'usage qui accompagne le déploiement des outils. Ce qui m'intéresse, c'est comment cette culture du numérique travaille la démocratie, notamment dans ses formes les plus participatives. Comment ça met en tension, ça met à l'épreuve le fonctionnement des institutions. Quels imaginaires ça ouvre aussi aux citoyens pour leur donner une volonté de s'impliquer et quel imaginaire va avec tout ça. C'est toujours quelque chose qui m'intéresse et qui m'a toujours fasciné de se dire pourquoi à travers un équipement comme ça on se dit que tout d'un coup on va pouvoir bousculer des équilibres, transformer des institutions
Et c'est ça peut-être que j'essaye de comprendre au quotidien. Et puis pour répondre un peu au débeauté à ta question, qui est pourtant toujours intéressante à se poser, de quel a été l'élément déclencheur, bien, moi je pense que l'élément déclencheur sur ce rôle un peu au départ caché du numérique, il s'est situé aussi au début d'un engagement plus politique de mon côté, autour du référendum sur le traité européen, où on avait, et j'étais aussi dedans, tout un tas de voix plus institutionnelles qui militaient pour le oui. Et on a commencé à avoir un espace public numérique, à l'époque c'était l'âge d'or des blogs, qui bouillonnait du côté du non. Et ça a été quand même une claque, quoi. Et là, je me suis dit quand même qu'il se passait quelque chose en ligne, il se passait quelque chose sur Internet, comme on disait à l'époque, et que c'était intéressant d'aller mieux comprendre ce qui s'y déroulait. Et peu de temps après, avec la campagne de Ségolène Royal et les premiers émois participatifs en ligne, ça a renforcé aussi mon intérêt pour ces questions. Et je me suis aussi assez vite rendu compte de la difficulté de la mise en place. Et c'est ce qui m'a poussé peut-être à m'y intéresser. Voilà. Merci. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est un accident si c'est un seul et même débat, mais finalement, c'est assez cohérent. Jacques-François. Oui, je suis Jacques-François Marchandise, je dirige une organisation qui s'appelle la FING, FING.org, que j'ai cofondée il y a 20 ans maintenant, autour de travaux collectifs sur les transformations numériques, politiques, économiques, sociales, territoriales. Et en fait, travaillant sur le numérique, non pas comme dans une vision technique du numérique, mais en tant que le numérique objet qui distribue du pouvoir et de la capacité au plus grand nombre. Donc en tant qu'objet, au fond, politique et développant le pouvoir d'agir, avec tout un ensemble de promesses associées au numérique, parmi lesquelles des promesses démocratiques, parmi lesquelles des promesses d'émancipation, d'autonomie, etc. Et si je me prête à l'exercice du fait déclencheur, il est nettement antérieur de mon côté, je suis beaucoup plus vieux que la plupart d'entre vous, c'est au tout début des années 80, quand il y avait le Minitel, mais la possibilité de faire des micro-serveurs avec des petites machines, des Apple II utilisées par le Minitel, j'ai fait ma première Civic Tech en 84 pour une consultation locale. À Gennevilliers, il y avait eu un gamin qui s'était fait renverser dans une rue autour d'un quartier HLM, d'un quartier 3F. Et il se trouve qu'on a consulté les habitants à la demande de la mairie de Gennevilliers. Je faisais partie des bidouilleurs qui savaient faire ça à l'époque en tant que philosophe. Et on a consulté les habitants par deux voies. Une voie qui était un grand chapiteau au milieu du quartier et une voie qui était le vote par Minitel. Donc j'avais mis ça en place. Il y a eu un succès assez bon, hein. Autant de gens ont voté en ligne que hors ligne. Et la conséquence, c'est que ces idiots ont pris la solution la plus chère. Entre eux, est-ce qu'on fait une chicane, est-ce qu'on fait des gendarmes couchés, est-ce qu'on fait, etc. Donc la solution qui était de changer le tracé de la route où le gamin s'était fait renverser. Et donc la décision de la mairie a d'abord été c'est trop cher, on va pas faire ça, puis on va le faire, mais c'est la dernière fois qu'on demande l'avis des gens. Et donc ça a un peu fondé chez moi l'hypothèse que c'est des promesses intéressantes à faire et qui sont assez dures à tenir, et donc ce qui va sous-tendre les choses dont on va pouvoir se parler par la suite. Donc comment est-ce qu'on fait pour ne pas être dans l'espèce de fatalisme de consultation qui ne débouche sur rien. Merci beaucoup. Alors merci pour ce premier tour. J'avais demandé aux quatre intervenants sur le débat que j'animais à la base de venir avec une expérience. Certains en ont de très nombreuses. Je pense à Elliot qui est un multi-activiste et donc j'ai demandé d'en choisir une et de la présenter un tout petit peu en détail, c'est-à-dire qu'est-ce qui a motivé à un moment donné cette initiative, qu'est-ce qui a été fait, avec qui. Et puis, ce qui nous intéresse aussi, parce que c'est ce qui permet de penser la suite, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. La seule différence par rapport à ce que je vous ai demandé, c'est peut-être de passer directement, enfin d'englober dans tout ça aussi, une fois que vous avez constaté qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas et que donc vous en avez nourri des frustrations, comment est-ce qu'aujourd'hui vous rebondissez et quelles sont vos nouvelles initiatives aujourd'hui. Et puis aussi, ce que je vous propose, c'est que chacun puisse rebondir sur ce qui a été dit avant aussi,
parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir un temps. Et peut-être vous, a fortiori, d'abord parce que vous n'avez pas préparé, je vous donnerai la parole en dernier, y compris pour que vous puissiez peut-être rebondir sur les cas qui ont été présentés, les frustrations, en disant comment le numérique peut ou pas aider à lever certaines de ces frustrations. Et vous pouvez aussi parler des initiatives qui vous tiennent à cœur. Je pense à toi notamment, Paola. Frédéric, je veux bien que tu commences. On va inverser l'ordre des choses de temps en temps. Voilà. Donc, une initiative, voilà. Donc nous, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, donc on a créé ce groupement forestier. On s'est assez vite rendu compte qu'effectivement, l'impact pouvait en être très faible. C'est-à-dire qu'en gros, là, ça fait 5 ans qu'on existe. À l'automne, on va sans doute être propriétaire d'une centaine d'hectares, ce qui est considéré comme pas mal. Est-ce que tu peux juste en rappeler bien le principe? Donc, c'est un groupement, tribunal de commerce. Voilà, qui donc, c'est une société civile inscrite au tribunal de commerce et qui rachète des parcelles de forêt pour éviter qu'elles soient rachetées par d'autres et coupées à blanc et plantées en résineux. Coupées à blanc. Enlever tous les arbres qui existent dessus pour faire place nette et pouvoir replanter les essences les plus lucratives à court terme. Donc très vite, on s'est rendu compte qu'effectivement, l'impact de cette action... Alors aujourd'hui, on est 350 sociétaires, on a une centaine d'hectares, mais on a très vite pris conscience qu'effectivement, c'était des superficies qui restaient très limitées et en fait, qu'on allait gêner assez peu de gens. C'est-à-dire qu'on pouvait très bien être toléré, accepté par le système, qui pouvait continuer à fonctionner sans aucun problème. Et donc, on a assez vite pris conscience de ça, et on a décidé, il y a 3 ans maintenant, de créer un collectif de tous les acteurs qui allaient dans le même sens que nous, avec souvent un angle d'approche, un regard spécifique. On a réussi à mettre ensemble des associations environnementalistes, comme France Nature Environnement ou la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. On a avec nous le SNUPFEN, qui est un syndicat d'agents de l'ONF qui est en opposition forte sur la politique forestière qui lui est imposée par le biais de l'État et de l'ONF. On a une association locale, ADRE, qui est plus activiste, mais qui s'occupe effectivement, qui avait fait un gros travail contre un projet de méga-scierie sur notre secteur Hercia il y a quelques années. Et voilà. Et donc tous ces partenaires-là, chacun avec sa personnalité propre, avec ses stratégies propres, mais avec un objectif commun, en étant dans chaque structure pas forcément très nombreux, mais on a réussi à atteindre, je dirais, un poids critique qui fait qu'on a été obligatoirement entendu par les élus et par les politiques, et par conséquent par la filière. Je prends pour exemple le contrat régional forêt-bois, qui est un texte qui définit la politique régionale forestière pour plusieurs années, qui d'habitude est un document qui est écrit par les professionnels de la filière, et qui est validé par les instances de l'État sans aucun commentaire et puis sans aucun regard. C'était la première fois que, effectivement, ce document-là a dû être refusé au niveau du préfet de région, parce qu'effectivement, on a réussi à faire valoir qu'il ne prenait pas assez en compte les enjeux écologiques qui étaient liés à la forêt. Et c'est allé plus loin, puisqu'il y a eu une deuxième version qui a été écrite. Et là, c'est la profession qui a refusé de la signer en disant qu'il y en avait marre, que ça allait trop loin et qu'il n'y en avait que pour les écolos. Et après, les choses se sont un petit peu perdues. Il y a eu une 3e, puis peut-être 4e version, on ne sait pas trop. La concertation s'est vraiment effilochée. Mais c'est pour dire que bien qu'étant dans un territoire peu densément peuplé, avec peu d'acteurs dans chacune des structures, en se fédérant, et en définissant bien un objectif commun et en respectant ce qui fait la spécificité de chacun, on a réussi à faire bouger les choses. Et là, les choses sont en train de bouger assez nettement. Alors, sans doute qu'on considérera qu'elles ne vont pas assez loin, mais au niveau national, il y a des projets de loi qui sont en cours, il y a une réflexion qui est en cours et qui reprend une grande partie des points sur lesquels on s'est battu. Et
pour ne pas prendre trop de temps, on va essayer d'aller un petit peu plus loin encore, c'est qu'on va essayer de fédérer sur ce secteur du Morvan tous les propriétaires forestiers dont on fait partie, qui ont une gestion intelligente et raisonnée à long terme de la forêt. C'est-à-dire qu'il reste encore des propriétaires privés qui refusent ces stratégies de bénéfices à très court terme, ces stratégies de terre brûlée, puisqu'effectivement, au bout d'une première récolte, au bout de 40 ou 50 ans, ou peut-être d'une deuxième, le sol est complètement grillé, on a complètement brûlé le capital. Donc il reste encore des propriétaires privés qui refusent ce mode de fonctionnement. Donc on va essayer de fédérer ces personnes-là pour justement atteindre ce poids critique et ne pas laisser la parole qu'aux personnes qui ont effectivement les moyens de se faire entendre auprès des élus et auprès des politiques. Merci. Donc là, on a un cas où les citoyens, via la propriété privée, cherchent à influencer une politique publique. Priscilla, si tu nous entends, est-ce que tu peux nous parler à la fois de ta mobilisation au sein des Gilets jaunes et puis de ce que tu en as tiré comme à la fois ce qui a fonctionné, peut-être ce qui t'a frustré aussi, et puis ce qui fait qu'aujourd'hui tu lances de nouvelles initiatives? Oui. Oui, alors je trouve que c'est intéressant, moi, l'évolution qu'il y a eu au sein du mouvement des Gilets jaunes, parce que lorsque personnellement je passe par la pétition et puis ensuite j'arrive à un stade où je suis submergé de demandes, d'emails et de messages de toutes parts où les gens allaient plus loin que ce que je dénonçais dans la pétition. C'est-à-dire que là où je cherchais à savoir, où je questionnais la transparence, l'exemplarité, là où je questionnais la mise en place de mesures qui favorisaient certains profils et non d'autres, à côté de ça, je recevais donc des retours me disant qu'effectivement ce type de questions se posent et qu'on a besoin d'obtenir des réponses et que le ras-le-bol est arrivé à un stade où les gens disaient oui, on va sortir le 17 novembre parce qu'on en a marre, mais on ne sortira pas uniquement pour le 17 novembre. Et ce qui s'est passé entre le 17 novembre et le 27, où il y a eu une rencontre avec François de Rugy à l'époque, ministre de la Transition écologique, en à peine 10 jours, il y a eu une évolution extrêmement rapide à laquelle je ne m'attendais pas du tout. C'était que les gens commençaient à s'organiser pour questionner le système politique dans son intégralité. Il n'était plus question de dire qu'on avait un souci au niveau du pouvoir d'achat, il était question de dire qu'on doit faire une mise à jour. Et à partir de ce moment-là, on a lancé un sondage pour comprendre quelles étaient les attentes des uns et des autres. Il y a eu en moins de 10 jours plus de 40 000 réponses avec 3-4 grandes familles de revendications qui arrivaient très nettement, et c'était des familles de revendications qui n'ont en apparence rien à voir les unes avec les autres. Ça questionnait, donc il y avait pas mal de mesures qui traitaient de la démocratie et de la mise en place d'outils démocratiques en général. Il y avait des revendications qui entraient dans une famille qui était plutôt liée à l'environnement. On avait bien sûr le pouvoir d'achat et les services publics, mais en aucun cas j'aurais pensé qu'il y a eu une telle réflexion. Alors j'imagine qu'elle avait déjà été amorcée depuis un certain nombre de temps, voire d'années, pour les rencontres que j'ai faites, où pas mal de militants travaillaient déjà depuis très longtemps sur ces sujets-là. Mais en l'occurrence, il y avait une volonté d'aller plus loin et de questionner très profondément les choses et très rapidement. Et à ce rendez-vous-là, donc François de Rugy a reçu la synthèse de ce sondage. Et en l'occurrence, son ministère n'était plus le seul concerné en l'espace de 10 jours. Donc ça c'est la première évolution rapide que j'ai notée. Alors là où c'est aussi intéressant, c'est une dimension qui n'est pas souvent évoquée lorsqu'on parle du mouvement des Gilets jaunes, c'est la dimension. Alors on en a parlé pour la France hexagonale en disant oui, c'est souvent dans les territoires qu'il y a eu une première que la mobilisation a été très forte, mais on parle des territoires de l'Hexagone et pas forcément des territoires d'outre-mer. En l'occurrence, à La Réunion, ça a démarré très rapidement. Ça a été extrême et ça a été intense. Et c'est aussi là qu'il y a eu un premier exercice démocratique qui consistait à faire une consultation citoyenne. Et donc, ils ont travaillé sur un outil en particulier qui leur a permis de lister, de synthétiser leurs revendications. Et le lien a été fait avec l'Hexagone dans le sens où des Gilets jaunes du sud de la France ont récupéré cet outil avec l'approbation de l'équipe de La Réunion en leur disant nous on va faire la même chose, on va utiliser cet outil de consultation citoyenne pour consulter la population. Donc entre fin novembre et là où cet outil a été travaillé pour être mis en ligne début janvier, il y a eu
un lien qui a été fait entre les territoires pour pouvoir avancer dans la réflexion, quand bien même le mouvement n'était pas structuré. Donc il y avait quand même une volonté de dire on n'est pas là pour rien, on a quand même quelque chose à revendiquer, on va vous le montrer, on va communiquer plus largement possible. Et cette consultation, elle a eu lieu très tôt, parce que la première mobilisation, c'était le 17 novembre. La consultation citoyenne a eu lieu 33 jours en janvier 2019. Donc là aussi, c'est un exercice, j'entendais parler tout à l'heure de numérique, c'est un exercice intéressant parce que alors déjà, le mouvement est né est né de la plateforme change.org avec la pétition, ensuite avec les réseaux Facebook, et ensuite on a cette plateforme de consultation citoyenne qui a été créée par des militants et qui ensuite a été utilisée pour consulter la population autant que possible, puisqu'on n'avait pas la même force de communication pour dire cette plateforme existe, puisqu'en plus c'était la même période que le grand débat des présidents, donc c'était pas facile de communiquer face à ça, mais en l'occurrence elle a quand même recueilli 1 million de votes sur 25 000 propositions, ce qui n'est pas rien avec le peu de moyens que les militants avaient à leur disposition. Donc pour moi, j'ai vu cette évolution comme ça de vouloir s'organiser sans forcément représenter une structure, un parti ou quelque chose de plus solide, en tout cas en apparence. Et voilà, je trouve que ça c'est intéressant à noter. Et quand quand j'entends parler numérique, on a vu des conférences naître autour du numérique, de la volonté de dire mais comment mobiliser via les réseaux, via les plateformes. Et il y a eu une rencontre qui m'a marqué tout particulièrement l'année dernière, c'est celle de pouvoir rapprocher les militants des terrains, on va dire, avec des designers. Des designers, des développeurs, en disant mais quels sont vos besoins. On n'avait pas imaginé qu'il y avait un besoin particulier pour lancer une mobilisation via les plateformes, et de quoi avez-vous besoin. Et cette rencontre, elle était intéressante parce que là où certains pensaient que c'était pas forcément un aspect important, finalement ça est devenu quelque chose qui était au cœur de ce mouvement-là, en fait. Les outils, sachant que les gens se sont mis en lien partout en France et ailleurs dans les outre-mer, le seul lien qu'il y avait était le seul moyen qu'on avait de communiquer, c'était les outils numériques, justement. Ils ont eu une place centrale dans la communication. Et donc, suite à ça, forcément, on se heurte à d'autres soucis. La frustration, pour répondre à la question que j'ai, c'est plutôt celle liée à la communication. Effectivement, lorsqu'on n'est pas une structure avec une charte, avec un cadre et avec les personnes nommées pour aller s'exprimer, etc., c'est compliqué de pouvoir communiquer sur certains sujets. Donc c'est assez frustrant d'entendre oui, et ça se passe ce qu'ils veulent, etc. Alors qu'on a commencé avec une pétition, avec un sondage, ensuite une plateforme qui a restitué les résultats. En plus, les résultats ont été analysés par des laboratoires universitaires. Donc on a vu aussi le lien qu'il y a eu avec pas mal d'universités qui mettaient à disposition leurs services pour essayer d'aider aussi les militants. Donc il y a eu vraiment l'élan de solidarité, pour moi, il était aussi hyper notable parce qu'on sait que dans le militantisme, c'est pas forcément évident. Il n'y a pas forcément les moyens de faire tout ce qu'on veut faire, la manière dont on veut le faire, donc il faut se nourrir des forces à disposition. Et il y a eu pour moi une extraordinaire solidarité et une mise à disposition des compétences des uns et des autres. Ce qui m'a marqué aussi pas mal, c'est la volonté d'aider de toutes les personnes qui étaient à mobilité réduite, qui sont carrément invisibilisées déjà en temps normal, mais qui ont mis à disposition leurs services via les réseaux, en disant on est là et on va vous aider. Ils ont eu un travail énorme dans les groupes Facebook, notamment dans la modération, dans la publication, dans la veille de ce qui se faisait sur les réseaux. On n'a pas du tout conscience de ça et je ne sais pas dans quelle mesure on peut l'analyser. Mais en l'occurrence, ils étaient très très présents. Voilà, je retiens, c'est ce que je retiens. Et quel lien est-ce que tu fais entre les frustrations que tu as pu ressentir dans le cadre du mouvement et les initiatives d'aujourd'hui? Et est-ce que tu peux nous en dire un mot aussi de ce que tu fais aujourd'hui? Je pense notamment à la Ligue citoyenne. Oui, effectivement. Pareil, très tôt l'année dernière, j'ai en parallèle du mouvement des Gilets jaunes et du fait que j'étais pas mal sur le terrain un peu partout, j'ai quand même tenu à participer à des projets plutôt de fond, en dehors du recueil des revendications, etc., de participer à ce que je pense qui pouvait permettre de... Je ne sais pas si promouvoir c'est le bon mot, c'est pas celui que je voudrais utiliser, mais j'ai à cœur en fait de démontrer que il faut pas dissocier le social et l'environnemental. Depuis le début, je pense que très vite ça a été remarqué par le gouvernement et notamment François de Rugy qui a tout de suite opposé ma pétition à celle de Marie Toussaint, l'affaire du siècle, en disant c'est gilets jaunes contre gilets verts, alors que absolument pas, et c'était pas ce qui était dit dans ma pétition quand on la lit. Et du coup, on a
j'ai personnellement tenu à chaque fois à rappeler le lien qu'il y avait entre éventuellement, si on se focalise sur les crimes environnementaux par exemple, entre les crimes environnementaux et les impacts que ça peut avoir sur la population au quotidien. Et ça, ce sont des liens que je trouve qui ne sont pas assez faits en fait en politique. Et on a vu ensuite pas mal de fin du mois, même combat. Ensuite, on a vu justice sociale, justice climatique. On a vu de plus en plus au cours de l'année 2019 ce genre de slogan sortir parce que pour moi, c'était complètement absent la dimension sociale de tout ce qui se faisait autour de la communication liée à l'écologie, alors que c'est pour moi indissociable. Et je me suis rattaché à des projets qui visaient à faire entendre cette notion-là. Merci. Alors, puisque le métier de designer a été cité par Priscilla, est-ce que, Elliot, tu peux prendre ton tour? Alors, je sais qu'on a, c'est une soirée pleine de surprises, on a Laurence Compara qui est élue à Grenoble, qui est connectée. Et donc, Laurence, si vous voulez bien, je vous proposerai de réagir à un moment donné, peut-être après encore une ou deux prises de parole. Jacques-François a bien relayé votre présence. Vous me dites. Merci. Pas de souci. À tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes. Vas-y, Elliot, à toi. Je pense que c'est effectivement super important ce qu'on dit jusqu'à maintenant sur comment est-ce qu'on gagne des batailles politiques. Et c'est pas toujours comment on croit. Et ce que tu disais, Frédéric, avant, ce que disait Priscilla, sur l'idée qu'en fait les blocages ne sont pas forcément là où on pense et que le pouvoir n'est pas forcément là où on le croit. Et ça me fait penser, par exemple, en 2016, quand on a initié la mobilisation contre la loi travail avec Caroline Dehaas et Sophie Binet, c'est de manière assez rare, c'est pas la CGT qui a initié cette mobilisation. Et ça marque aussi une ère où effectivement la CGT n'est plus leaduse sur les grandes mobilisations sociales. Et ça a été confirmé les années suivantes et les années passées, on l'a vu. Se fait prendre de vitesse finalement. C'est-à-dire que la machine formidable qu'est la CGT de mobilisation, de lutte sociale, ne peut pas prendre de vitesse. Finalement les mobilisations qui s'organisent de manière spontanée. Et en 2016, effectivement, c'est d'abord une pétition lancée par Caroline Dehaas, qui a été signée 1 300 000 fois, un site internet qui décryptait la loi, qui a été visité 1 million de fois également. Et il y a plusieurs semaines qui se passent avant que les premières mobilisations soient organisées, avant que les syndicats puissent rejoindre et puissent, avec leur démocratie interne, puissent participer de cette mobilisation. Et je pense que ce qui s'est passé sur le mouvement climat que j'ai vu de l'intérieur ces derniers mois est extrêmement symptomatique de ça. C'est qu'on a un élément déclencheur qui est d'abord, à mon avis, météorologique, avec un été 2018, avec une canicule historique. Le deuxième été le plus meurtrier, après la canicule de 2003, et donc des températures records. Et à la fin de cet été, le 28 août, si je ne me trompe pas, il y a Nicolas Hulot qui démissionne en direct par surprise sur France Inter. On se souvient de cette image. À ce moment-là, Nicolas Hulot, il matérialise dans notre esprit que le gouvernement n'est pas à la hauteur de ses discours sur la question environnementale. Et ça déclenche quelque chose de très fort. Il y a une mobilisation qui est organisée de manière spontanée sur Facebook par Maxime Lelon dans les jours qui suivent, qui coïncidait à peu près avec une manifestation organisée de longue date au niveau international par 350.org, qui est une organisation de mobilisation sur le climat. Donc ils ont réussi à s'accorder, et avec aussi à ce moment-là une humilité de la part des organisations qui disent on n'a plus la main complètement. Donc on laisse aussi de l'espace à des anonymes, Maxime en l'occurrence, qui avait créé cet événement Facebook, qui avait plusieurs dizaines de milliers de personnes qui s'étaient inscrits. Et donc 350 dit ok, on va travailler ensemble, mais en fait c'est Maxime aujourd'hui qui emmène un mouvement derrière lui. C'est pas 350 à ce moment-là, mais 350 a l'humilité de laisser de la place. Et c'est aussi ça qui est intéressant, cette tension qui pour moi se dénoue de manière assez heureuse. Cette tension entre les institutions qui ont l'expertise, l'expérience, la légitimité, et derrière des mouvements spontanés qui ont la vivacité finalement, parce que ils ne répondent pas à un agenda, à une stratégie, ils répondent à une énergie, à un moment. Et ces moments-là deviennent des mouvements parce qu'ils sont tellement chargés symboliquement, tellement chargés humainement, qu'en fait ils ne peuvent que fonctionner. Et donc le 8 septembre, il y a une première manifestation, il y a 150 000 personnes qui manifestent pour le climat, c'est une des plus grandes mobilisations pour le climat en France, historiquement. Et puis des citoyennes et des citoyens qui s'organisent et qui renouvellent l'opération un mois plus tard, le 13 octobre 2018, une nouvelle mobilisation. Et puis de nouveau le 8 décembre, alors qu'à l'époque, il y avait un arsenal avec
avec M. Castaner, qui avait décidé d'interdire cette manifestation, qui avait menacé d'interdire et qui avait demandé aux gens de ne pas manifester. Et là, de nouveau, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui manifestent le 8 décembre sur le climat. Et puis ensuite, à ce moment-là, on a aussi lancé On est prêt. On est prêt, c'était un défi d'un mois où des influenceurs et des influenceuses, des vidéastes sur YouTube et sur Instagram, qui ont chacune une grande communauté, souvent très jeune, décident de dire nous on est prêt à faire ce qu'il en coûte pour se mettre à la hauteur des enjeux climatiques, mais vous, les dirigeants, est-ce que vous êtes prêts à faire le nécessaire? Et donc, ils ont embarqué leur communauté qui était très peu politisée, qui était souvent très peu sensibilisée. Ils se sont rendus compte que c'était possible de parler de climat à leur audience et que ça ne leur faisait pas défaut auprès de leur communauté, ce qui était une grosse peur, c'est-à-dire de polariser comme ça sur un sujet qui leur semblait clivant. Ils avaient peur de perdre une partie de leur communauté. Ils se sont rendus compte que non, ça répondait très massivement à l'aspiration de leur audience. On est prêt, qui a touché comme ça à peu près 30 millions de Français en quelques semaines et avec plusieurs vidéos qui ont été vues extrêmement massivement. Et le dernier défi de On est prêt, donc il y avait un défi par jour, le dernier défi, c'est l'affaire du siècle, c'est cette pétition qui a été signée plus de 2 300 000 fois à l'initiative de Notre Affaire à tous, Greenpeace, Oxfam et la Fondation pour la Nature et l'Homme, et qui du coup devient la plus grosse pétition jamais signée en France et qui crée un rapport de force absolument sans précédent. Tu peux en rappeler l'objet ? L'objet, c'était simplement de soutenir un recours en justice qui était déposé par les 4 associations contre l'État pour inaction en matière de justice climatique. Il faut rappeler qu'effectivement, l'État français a pris des engagements, notamment au moment de la COP21 avec l'accord de Paris en 2015, et qu'aujourd'hui encore, on ne respecte pas ces engagements, c'est-à-dire que nos émissions annuelles sont 5% au-delà de nos engagements, alors qu'on avait déjà pris des engagements avec Kyoto et puis avec le Grenelle de l'environnement. Donc on a voté des lois et on ne les applique pas. Donc le principe, c'est de demander à un juge de forcer l'État. Et c'est aujourd'hui un des instruments qu'on utilise dans le droit de l'environnement pour obtenir des résultats en matière d'action climatique. Et donc, il y a cette montée-là, et puis derrière, la marche suivante qui est organisée au moment du mouvement, au niveau du mouvement climat, parce qu'effectivement, il faut rappeler qu'on est dans un contexte de gilets jaunes avec des mobilisations massives toutes les semaines. Et le 16 mars, et là, on a 107 000 personnes qui défilent à Paris, 350 000 personnes en France. Donc là, c'est une démonstration de force absolument massive et qui, à ce moment-là, aussi coïncide avec la naissance du mouvement de jeunesse. Partout dans le monde, à l'initiative des grèves initiées par Greta Thunberg, évidemment, en Suède. Et donc le mouvement devient mondial parce que l'urgence est mondiale, parce qu'effectivement tout le monde a accès à la même connaissance, tout le monde affronte la même urgence, et donc des initiatives émergent. À l'initiative, il faut le dire, quasiment essentiellement de jeunes femmes, ce qui est aussi assez inédit dans le paysage politique traditionnel, ne serait-ce que ce soit des femmes, que ce soit des personnes jeunes, la plupart ont moins de 20 ans, peut-être même moins de 15 ans. Et dans plusieurs pays dans le monde, il y a effectivement des jeunes femmes qui deviennent comme ça les porte-parole de cette mobilisation absolument inédite et massive de la jeunesse et qui font grève tous les vendredis. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le sujet climat, il devient absolument central dans le jeu politique. C'est-à-dire qu'il façonne la manière dont tous les partis politiques vont en parler lors des échéances électorales. Et pour moi, ça prend absolument un tournant décisif au moment des élections européennes. C'est-à-dire que vous avez les élections européennes le 26 mai, le dimanche. 2 jours avant, le 24 mai, il y a une grève, une nouvelle grève massive des jeunes. Et donc, le climat devient un sujet absolument majeur. On le voit d'ailleurs monter dans les sondages comme une priorité chez les Françaises et les Français. Et à l'élection européenne de 2019, vous avez un taux de participation chez les moins de 35 ans qui est doublé par rapport à 2014. Et vous avez un vote écologiste par rapport à 2014 qui est doublé également dans la population, mais en particulier chez les moins de 35 ans. C'est-à-dire qu'on inverse complètement la tendance entre 2014 et 2019, entre le vote Front National et le vote Vert. Et donc, comment est-ce qu'un mouvement citoyen complètement spontané arrive à avoir une conséquence très concrète dans la vie politique? Et donc, pour enchaîner sur la deuxième partie, qui est les obstacles qu'on affronte, moi je pense que ce schéma-là, on l'a vu se reproduire à la fois dans les mouvements féministes, avec Nous Toutes, et effectivement ces mobilisations dans la rue. C'est intéressant aussi de renouer avec cette pratique-là de la rue, alors qu'on nous a dit quand même
pendant des années que peut-être la mobilisation physique, elle perdait en vitesse et que maintenant c'était le numérique qui allait prendre le pas. En fait, on se rend compte que quand il y a des causes extrêmement fédératrices, assez identitaires également, qui existent et qu'on retrouve une capacité à agir, eh bien, on est plusieurs centaines de milliers à se rassembler. Ça a été le cas avec nous toutes et ça a été le cas cet été, on l'a vu effectivement avec le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis et puis son pendant en France autour du comité Justice pour Adama. Et je pense qu'on est en train d'assister à un moment où on gagne la bataille culturelle. Et je pense que peut-être dans le camp de la gauche, on a peut-être abandonné l'idée qu'on pouvait... Est-ce que tu peux nous préciser un peu ce que tu entends par bataille culturelle ? Ouais. Tout à fait. Je pense qu'on avait peut-être abandonné l'idée qu'on pouvait avoir des batailles politiques. Et donc on s'est dit, il faut gagner l'opinion. C'est la bataille de l'opinion, c'est cette théorie de Gramsci. C'est l'idée qu'effectivement, c'est avant tout dans le bain dans lequel nous baignons, dans les récits, dans notre imaginaire, que se gagne la bataille politique. Et c'est effectivement à ça qu'on a assisté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question des violences faites aux femmes, la question des violences policières, la question des dérèglements climatiques sont devenues majoritaires dans l'opinion et sont soutenues massivement dans l'opinion. Et c'est une tendance qui ne va que se confirmer dans les années qui viennent. En revanche, à trop mener la bataille culturelle, on a délaissé la bataille politique. Et derrière, même si effectivement ces sujets-là sont à l'ordre du jour, font les ouvertures des JT, même si ces sujets-là affolent Internet et affolent les débats et reconfigurent les logiciels de la gauche en général, derrière, les conséquences dans la loi sont extrêmement faibles, parce qu'on n'a pas encore accès au levier de décision. C'est-à-dire que le budget pour les droits des femmes est complètement plat, parfois diminue, alors qu'effectivement, on a besoin d'1 milliard d'euros pour mettre fin aux violences faites aux femmes. Et là-dessus, on ne gagne pas encore des arbitrages. C'est-à-dire qu'on se fait encore, on nous fait attendre. Pareil sur le climat, on a des décisions, des discours, des conventions citoyennes qui se succèdent, mais on n'a pas encore, dans la loi, dans les plans de finances, on n'a pas encore gagné ces arbitrages-là. Et par exemple, l'isolation des bâtiments, où on doit rénover 600 000 bâtiments de manière annuelle. Ça a été décidé depuis 2015. Aujourd'hui, on n'en rénove que 300 000. C'est-à-dire que même si c'est voté, ce n'est pas financé. Et on peut faire ce constat-là sur l'ensemble des leviers qui permettraient d'infléchir le dérèglement climatique. Et pareil sur les violences policières. Bon, là, c'est encore plus scandaleux. Le sujet même est nié par notre gouvernement, et puis on a un ministre de l'Intérieur qui dit s'étouffer quand on parle de ce sujet-là, quoi. Donc il y a une dichotomie extrêmement forte et qui doit nous interroger, je pense, à la veille d'échéances électorales importantes avec les régionales, avec la présidentielle. C'est que maintenant l'enjeu, c'est d'accéder au levier de pouvoir pour effectivement changer dans la loi, changer dans les faits ces problématiques qui aujourd'hui sont devenues majoritaires dans les esprits. Parfaite transition avec ce que Kitry a à nous raconter, je pense. Donc c'est effectivement le sujet de l'expérimentation Ma Voix qui s'est déroulée de 2014 à 2017. Donc c'était pour les législatives et l'idée étant de pouvoir interagir et rentrer à l'Assemblée nationale en tant que citoyen pour participer à la décision des lois qu'on subit toujours, tout le temps. Il y a la grande finale de Coupe du Monde de foot de la présidentielle et le lendemain c'est la gueule de bois et là on attend pendant 5 ans, il ne se passe rien, on ne peut plus interagir. Heureusement, effectivement, il y a des nouvelles modalités de mobilisation pour mettre sur le tapis et tout, mais on n'accède pas encore aux décisions. Je vous rassure, Ma Voix n'a pas résolu la question d'accéder au levier de décision. Mais la tentative était belle. Ma Voix, donc, c'était un collectif de citoyens construit complètement en horizontal. Il n'y avait pas de structure juridique à Ma Voix, pas de chef, pas de sous-chef. Autant vous dire que c'était joyeux, coopératif et parfois chronophage. Et l'idée finale, accrochez-vous un tout petit peu, c'est juste ce moment-là, l'idée était de faire entrer des parlementaires, donc des députés Ma Voix, qui rentrent à l'Assemblée nationale et qui relaient en temps réel les décisions des citoyens sur chacune des lois qui se posaient. Donc l'outil était une plateforme numérique en logiciel libre. Donc l'idée étant que chacun d'entre nous, si nous le souhaitions, avec la loi travail par exemple, avec les différentes lois et tout, on puisse actionner un bouton de décision et que, imaginons, il y avait 10 députés Ma Voix élus, ils relaient les décisions des citoyens exprimées à la proportionnelle sur cette plateforme. L'idée étant pas de passer à une démocratie directe, l'idée étant d'expérimenter un tout petit nombre de députés qui permettrait aux citoyens de ne pas subir en continu, et puis aussi, en accédant à la décision, de prendre part au débat public. Donc il n'y avait pas de danger pour la démocratie, c'était indolore. Mais voilà, aucun député Ma Voix n'est rentré en juin 2017. En revanche, la façon de construire le collectif en tant que tel, c'était de prendre un miroir inversé d'un parti politique, c'était donc d'essayer d'enlever pour générer du collectif, générer du nous. Ah
Ah ben oui, très bien, très bonne idée. Alors, on va essayer de tirer ça. Ouais, ou on va juste enlever ça. Je vais vous laisser faire, les garçons. Et donc, ce collectif, ça c'est l'affiche électorale, donc de campagne. Donc, comme vous pouvez le voir, l'idée, donc c'était à miroir. Les candidats qui ont été, la mode de désignation, c'était tiré au sort parmi plein de personnes que personne ne connaissait du tout et qui ont candidaté pour être donc candidat aux législatives. Ma voix a présenté 86 candidats dans 43 circonscriptions en France. Et ces personnes venaient un peu de partout. Et donc, l'idée, donc vous le voyez dans ce miroir, c'était que chacun... la question qu'on posait aux citoyens, c'est est-ce que je me reconnais en tant qu'acteur ou actrice de la vie politique, et est-ce que je peux participer à la décision publique sur une voix, pas pour les autres, pas en représentant les autres, mais déjà, est-ce que j'apprends à me prononcer? Et donc, le pari, c'était de dire si on peut avoir une décision, du coup, on va aller tirer le fil, on va s'intéresser, on va débattre, on va renouer aussi avec les uns et les autres au sein des quartiers, dans les bureaux, etc. etc. Et donc voilà, les outils importants dans ma voix, c'était qu'il n'y avait pas, donc comme vous l'avez compris, c'était le tirage au sort comme mode de désignation. Il n'y avait pas de personnification médiatique, donc il y avait interdiction pour n'importe qui dans le collectif d'aller sur les plateaux télé pour ne pas représenter les autres. Et puis on le retrouve aujourd'hui dans plein de mouvements, et c'était déjà d'ailleurs bien avant, à Occupy Wall Street par exemple, ou les Camilles à Notre-Dame-des-Landes, ou chez les Gilets jaunes où il y a eu aussi des questions de représentation, de délégation et de prise de parole médiatique. Et tout se faisait en coopération, en pair à pair. Il y avait beaucoup d'éléments de formation. Pour jouer au foot, il faut connaître les règles du foot. C'est exactement pareil pour la politique. Et bien, si on ne sait pas, si on ne comprend pas à quoi sert l'Assemblée nationale et tout. Et donc, il y avait un MOOC, des formations pair à pair. Chacun venait s'entraider à comprendre. Il y avait certains qui venaient de différents partis politiques de gauche qui venaient aider à former des mandataires financiers qui faisaient ça pour la première fois de leur vie. Enfin, voilà, c'est apprendre finalement tous les rouages et comment est-ce qu'on fait pour s'emparer de la chose politique. Voilà, un des moments les plus émouvants, c'était évidemment le tirage au sort qui était absolument magnifique, avec plein de personnes qui personne ne se connaissait du tout. On a fait un tirage au sort avec notaire et on applaudissait des noms que personne n'avait jamais vus, et c'était un grand moment simplement de démocratie vivante. C'est aussi le sens de cette affiche. Quand on passe devant, ça s'anime. Voilà, et donc ma voix plaidait pour intégrer les citoyens dans les processus de décision. On a appris beaucoup de choses. Sur le site internet, vous trouverez plein de retours d'expérience et tout. Comment est-ce qu'on a généré du collectif? Comment est-ce qu'on n'aurait pas pu faire cette expérience de manière aussi positive et constructive sans des personnes qui ont facilité des réunions? Enfin voilà, c'est aussi un apprentissage de savoir gérer du collectif. Voilà, en gros, sur l'expérimentation Ma Voix. Sur les limites, évidemment, ça n'a fait qu'1% dans les circonscriptions où c'est allé. Au partiel, juste avant, un an avant, ça faisait 4,25, donc c'était intéressant. Macron est arrivé avec une grande promesse de la société civile. Donc voilà, plein de gens ont encore envie de croire au Père Noël et c'est très bien. Mais voilà, et donc voilà, moi ce que je trouve en tout cas frustrant quelque part, c'est de ne pas pouvoir expérimenter ça dans la phase 2. Donc c'est vraiment accéder à la décision en ligne et permettre aux citoyens de pouvoir appuyer sur un bouton pour, contre ou abstention. Et sur les bénéfices, voilà, moi j'ai passé 6 ans dans un parti, beaucoup d'entre nous avions passé du temps aussi dans les partis, et c'est vrai que dans les partis on a tendance parfois à voir les gens s'affaisser et sortir un peu broyés. Et là, on a vu des personnes qui arrivaient un peu comme ça. Il y avait beaucoup de colère au départ et qui se sont déployées, qui ont pris à prendre la parole, à animer des réunions et tout. C'était un super moment. Et finalement, parfois, il suffit d'enlever quelques ingrédients de domination les uns sur les autres pour générer de l'action collective et tout. Voilà. Donc, un mot peut-être sur ce que ça te conduit à faire aujourd'hui? Oui. Vous imaginez? C'est un peu comme ce que tu as dit, mêler en fait la représentation et les organisations qui sont déjà là, comme les syndicats, mais aussi comme les partis politiques et les mobilisations citoyennes. Comment est-ce qu'on peut faire pour créer des belles synergies? L'exemple de Marseille, par exemple, sur ces municipales est un exemple très réussi, avec un collectif citoyen au départ, Mat Mars, et puis ils ont réussi à mettre tout le monde autour de la table et à remporter la ville de Marseille qui semblait complètement injouable, et ensemble mener des politiques publiques. Là, il me semble, comment est-ce qu'on va réussir à marier? Et toujours cet enjeu de se préparer à investir ses responsabilités. Les thématiques, elles sont là. Je pense comme toi que beaucoup des sujets sur lesquels
nous sommes nombreux à se battre depuis une vingtaine d'années, sont arrivés et maintenant il faut les faire rentrer dans l'institution, il faut notamment gagner les batailles parlementaires et législatives. Et donc du coup, comment est-ce qu'on prépare une nouvelle génération qui va venir mettre en œuvre, réaliser, incarner ces mesures qui sont nécessairement fortes, et pour moi, il y a un enjeu très spécifique, notamment celui des femmes. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué la disparition des femmes de voix nationale de gauche, par exemple. Manifestement, on n'a pas trop vu qu'elles n'étaient plus là. Et derrière, il y a aussi des nouveaux visages et des nouvelles jeunes femmes, mais il n'y a pas de transmission qui se font. Il n'y a pas non plus ces partages d'expérience, ces retours d'expérience. Et donc, pour moi, il y a un travail très spécifique qui pourra aider ces mutations environnementales, sociales et démocratiques. C'est travailler sur la question de ces femmes. Il y a très longtemps, comme je vous l'ai dit, je travaillais dans le milieu associatif avec des super femmes qui sont très talentueuses en plaidoyer, qui ont fait toutes les batailles et tout ça, et qui sont aujourd'hui pas en politique. Je me pose la question de pourquoi elles n'y sont pas. Je sais qu'il y a peut-être un travail en amont très spécifique pour permettre qu'elles se sentent appelées et qu'elles se réalisent dans ce champ-là. On a besoin aussi d'elles. Merci beaucoup. Je suis très heureux que tu aies amené un objet. Je trouve que les idées, les concepts sont d'autant plus efficaces qu'ils s'incarnent dans des choses. Et je trouve que vous aviez fait en la matière un super travail avec ma voix. Laurence Compara, est-ce que vous êtes toujours là? Oui, le temps que je rallume le micro. Alors, le temps que je rallume le micro. Oui, puisque vous êtes élu à Grenoble et puisque vous deviez intervenir sur le débat numérique, donc avant que je donne la parole à Paola, Clément et Jacques-François, en partie en réaction à ce qui a été dit, et puis aussi pour que vous puissiez partager ce que tout ça vous inspire. Est-ce que ce qui vient d'être dit, je ne sais pas depuis quand vous nous entendez, j'espère depuis le début, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'en réaction, vous avez quelques mots à partager? Et puis peut-être, dites au public qui vous êtes en quelques mots aussi, s'il vous plaît. Alors, oui, je fais partie de celles et ceux qui se rapprochent un peu aux branches suite à la réorganisation impromptue. Du coup, j'ai raté juste le début de l'introduction, mais effectivement, je suis le débat depuis le début. Alors moi, je suis une jeune ancienne élue, puisque je ne suis plus élue depuis le deuxième tour des élections municipales. J'ai fait partie de la moitié de la majorité précédente qui n'a pas recandidaté pour faire de la place à de nouveaux et de nouvelles entrantes. C'est aussi ça, faire de la politique autrement, c'est aussi ça, éviter les dérives qui en font un métier. C'est s'assurer que les gens ne s'accrochent pas à un poste et remplissent le mandat qui leur est confié finalement par les citoyens et les citoyennes au service d'un projet et de valeurs et non pas au service d'un plan de carrière. Et malheureusement, on le voit encore trop souvent. Je suis suffisamment jeune ancienne élue pour avoir encore quelques souvenirs du mandat passé. Grenoble a été la première grande ville à être gagnée par une équipe de gauche citoyenne écologiste. C'est le format marseillais, lyonnais, strasbourgeois. On a vu cette vague au second tour des élections municipales 2020. Grenoble a été pionnière dans ces démarches-là. Et donc à réunir à la fois ce qu'on appelle, je suis toujours gênée par ces notions de simples citoyens, citoyennes versus les militants qui sont supposés être des gens qui savent, qui sont supposés être des experts, alors que les simples citoyens, citoyennes ne sauraient rien, etc. Il y a quelque chose d'un petit peu malsain, je trouve, dans cette posture-là, qui est soit les partis politiques, c'est tous des pourris, soit c'est oublié que finalement, c'est les gens comme vous et moi, que ce sont des espaces qui nous appartiennent, comme les syndicats, comme les associations, comme les mouvements citoyens spontanés, comme les collectifs autogérés, qui ne sont pas forcément structurés juridiquement. C'est tous les militants, militantes qui, pour certains, ont 60 ans de militantisme derrière eux, ont commencé un jour, ont été simples citoyens, citoyennes un jour. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. La démocratie ne faisant que si l'on ne s'en sert pas, si on considère qu'il y a des espaces qui nous sont interdits, il y a un point de départ qui est potentiellement dangereux et en tout cas malsain.
Moi, ce que je retiens de l'expérience que j'ai vécue et qui continue à se dérouler, c'est d'abord la force incroyable qu'il y a dans un collectif. Je pense que toutes celles et ceux d'entre vous, que ce soit à la tribune ou dans la salle, qui ont de l'expérience militante, savent qu'il y a une énergie qui se dégage d'un groupe qui est mobilisé, qui est porté par quelque chose, un combat ponctuel, c'était la lutte contre les lois de Vaquet ou contre l'apartheid dans ma prime jeunesse, pour revenir à ce qui nous a déclenché. Mais ça peut être énormément d'autres choses. Ça porte, il y a une force qui vous incite à vous dépasser et qui fait que le cliché à plusieurs on est plus fort, c'est un cliché en fait. Il y a une vraie force, il y a une vraie énergie. Et donc, il y a un vrai enthousiasme à s'investir. Inutile de dire que quand on gagne son combat, l'enthousiasme déborde et peut emporter énormément de choses sur son passage. Il y a autre chose, effectivement, par rapport à des choses qui ont pu être dites. C'est effectivement beaucoup plus confortable d'être aux commandes, en capacité d'agir, que d'être coincé derrière la porte, à tambouriner dessus, et en demandant des comptes à ceux qui sont enfermés derrière et qui font des choses qui ne nous conviennent pas. L'écologie politique à Grenoble au sens vraiment large, collectif citoyen, militant écologiste, rouge vert. Historiquement, c'est vraiment cette base-là. Ça fait 40 ans que ça existe à Grenoble, et on est passé par toutes les phases d'une vie municipale. On a été dans l'opposition face à Alain Carignan, l'élu de France qui a été le lourdement de l'histoire, de la Ve République, corruption et enrichissement personnel. On a été dans des majorités plurielles, on a été dans des majorités, nous sommes seuls avec notre collectif, sans alliance avec d'autres forces. C'est évident qu'être en capacité d'agir est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus enthousiasmant que d'être dans une posture d'opposition. Ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin d'opposition. Pour l'avoir été, nous sommes bien placés pour savoir qu'y compris dans ces postures-là, on est en capacité d'agir, on est en capacité de faire bouger les choses. Donc allez-y, ça vaut toujours le coup. Un autre enseignement que je retiens sur les aspects peut-être plus numériques, raccrocher un peu les wagons avec la thématique du débat initial qui s'est raccroché. Il y a une vraie force, il y a une vraie capacité nouvelle effectivement à drainer des publics qu'on n'avait pas l'habitude de voir. On voit effectivement sur les manifs climat comment les jeunes utilisent les outils numériques, les réseaux sociaux pour s'organiser, etc. Mais il y a aussi une vraie capacité d'exclusion derrière ça. Qu'on retrouve dans les modes plus traditionnels de militantisme, avec cette idée que c'est un peu toujours les mêmes finalement qui se mobilisent, même si la mobilisation des Gilets jaunes a de manière extrêmement intéressante rebattu les cartes. Mais voilà, traditionnellement, on est sur du public urbain, cadre supérieur, plutôt diplômé, les classes populaires sont sous-représentées, les femmes sont sous-représentées, jeunes sont sous-représentés. Et on se rend compte que dans les outils numériques, il y a aussi des fractures. C'est pas la panacée. Ça offre des vraies opportunités, mais c'est pas la panacée. Et ça, je l'ai pas trop entendu dans les différents retours d'expérience qu'on a pu avoir sur finalement comment ne laisser personne sur le bord du chemin, toutes les formes de mobilisation et d'action qu'on est capable d'imaginer, qu'elles soient citoyennes, qu'elles soient institutionnelles, qu'elles soient complémentaires ou qu'elles se fritent. Il ne faut pas avoir peur du conflit, ou en tout cas du débat d'idées, du conflit au sens débat, pas nécessairement au sens on se fout sur la gueule, mais le sens on discute éventuellement de manière véhémente et avec des débats musclés, mais des débats. C'est quand même l'essence de la démocratie. C'est le droit d'exprimer des désaccords. C'est la capacité de les entendre. C'est la capacité de les reconnaître. Et dans les outils numériques, il y a, dans les dérives des réseaux sociaux en particulier, de manière caricaturale parfois, il y a
du désaccord qui s'exprime extrêmement violente. Mais il y a peu cette capacité à le prendre en compte, à le reconnaître. Se dire qu'on n'est pas d'accord, c'est normal. C'est normal, c'est pas grave, c'est même ça. Il y a des projets de société. Il y a des projets de société. La division politique d'Emmanuel Macron et de son gouvernement n'est pas la vision politique de gauche et écologiste. Et donc c'est normal quelque part qu'ils ne mettent pas en œuvre cette politique-là. C'est normal qu'il y ait des gens qui la critiquent. C'est la démocratie. C'est pas grave. C'est pas grave de ne pas être d'accord. Et ça aussi, c'est quelque chose avec lequel on a un petit peu du mal. Et je trouve que les outils numériques ont tendance à vous enfermer dans votre bocal où il n'y a que des gens avec lesquels vous êtes d'accord, c'est super cool. Ou alors vous en prenez plein la courge, parce que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, qui vous tombent sur leur arme, et puis alors, ça y va. Voilà, il y a peut-être quelque chose à penser à ce niveau. Merci beaucoup, Laurence. Au débeauté, je comptais sur vous pour faire une transition, et elle est parfaite. Est-ce que Paola, Clément et Jacques-François, vous acceptez de vous prêter au jeu à la fois un peu en réaction, parce que du coup ça aurait pu être un temps aussi de discussion des différentes contributions des uns et des autres, donc à la fois en réaction avec ce qui a été dit, et puis aussi prenez la place pour dire ce que vous aviez très envie de dire. Il nous reste, on va prendre un peu plus de temps compte tenu des circonstances, donc il nous reste une grosse vingtaine de minutes. Très bien, c'est largement suffisant, merci. Moi, je voulais réagir par rapport à l'expérience Ma Voix, parce que cette très belle affiche, moi, je l'ai dans mon bureau, et tous les jours, je la regarde et j'essaye de me dire que peut-être d'une façon ou d'une autre, je suis une députée Ma Voix, et j'essaye d'œuvrer à ça, en tout cas tous les jours, et d'essayer de me faire porte-parole des citoyens, des communautés, de la société civile. Donc, je vais vous raconter quelques exemples de projets que j'ai menés pour faire en sorte de devenir cette députée Ma Voix. Par exemple, ce que j'organise, c'est des bureaux ouverts, ce que j'appelle des bureaux ouverts. Donc, c'est tous les vendredis, j'ouvre mon bureau à n'importe qui veuille venir, donc des citoyens, des porteurs de projets, des responsables d'associations, etc., et qui viennent à l'Assemblée. C'est très important aussi d'ouvrir les portes physiquement des institutions. Donc, qui viennent à l'Assemblée, viennent travailler avec mes équipes, ont parfois des projets ou des questions sur la procédure d'élaboration de la loi, sur comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que je peux avoir un impact, comment est-ce que je peux aider. Et ça fonctionne vraiment très très bien, et on a apporté énormément d'outils et de projets ensemble avec des citoyens curieux qui sont venus dans mon bureau. Donc, par exemple, on a porté des combats sur l'open data, donc l'ouverture des données l'ouverture des données publiques. Est-ce que sur ce sujet-là, tu peux donner quelques exemples peut-être? Oui, exactement, c'est ce que j'allais faire, qui est très important parce que ça permet d'avoir une transparence des politiques publiques et de donner une capacité de contrôle aux citoyens, aux journalistes, à la société civile. Par exemple, quand on ouvre les données budgétaires de l'État, voilà, on arrive à savoir qu'est-ce qui est fait des deniers publics, donc de l'argent des impôts, de l'argent, de notre argent à nous tous. Et donc, on avait travaillé dans ce bureau ouvert avec des designers pour faire des data visualisations, donc des très belles images, des infographies qui expliquaient de façon assez claire et assez simple comment était composé le budget de l'État, où est-ce que dans chaque examen du budget à l'Assemblée, les masses croissaient ou décroissaient. Et ça a aussi été utile même pour les députés qui ont parfois du mal, quand on n'est pas à la commission des finances, parce que c'est des textes très très techniques, de comprendre où est-ce que les amendements interviennent. Donc on a travaillé avec la société civile, grâce au numérique, à donner plus de transparence sur toute cette procédure budgétaire qui est très très complexe et très technique. Un autre exemple, on a lancé une plateforme qui s'appelle Questions citoyennes. Et donc, vous savez que les parlementaires ont le droit de poser des questions au gouvernement et, de par la Constitution, le gouvernement est obligé à répondre. Donc, nous, on a voulu donner cette capacité aux citoyens eux-mêmes et on s'est dit, on lance une plateforme, que les citoyens posent leurs questions sur cette plateforme et on crowdsource, entre guillemets, on source ces questions et on oblige le gouvernement à répondre. Et donc, ça a très, très bien fonctionné. On a plus de 1000 questions. On a eu des réponses de ministres qui ont salué la démarche.
Et donc, on peut vraiment, entre guillemets, hacker le système de l'intérieur et donc faire un peu comme un cheval de Troie. Vous parliez, parfois, on a besoin d'alliés en interne, à l'intérieur des institutions, il y en a. Il faut s'appuyer sur eux, il faut tisser des ponts. Je pense que c'est la façon d'aller de l'avant. Un autre exemple, on a lancé il n'y a pas longtemps une consultation sur le jour d'après. Donc on était 70 parlementaires à porter cette large consultation et ça a très très bien marché, c'était pendant le confinement. Et on a eu beaucoup plus de participation que prévu. Je pense que c'était aussi parce que les gens étaient beaucoup plus derrière leurs ordinateurs et avaient envie de contribuer, de se sentir utiles pendant cette période assez traumatique. Vraiment, on a eu des contributions qui étaient très très différentes de ce qu'on avait pu voir pendant le grand débat, par exemple, et qui étaient vraiment tournées vers l'avenir et vraiment pleines d'espoir. Et ça a contribué à tout ce qu'on a pu porter pour le plan de relance. Et quelques mesures ont été reprises, notamment, par exemple, l'accroissement de 200 € des salaires des infirmières. Donc, c'était quelque chose qui est venu de cette plateforme et que nous, on a pu porter. Donc, vraiment, ça fonctionne. Il faut continuer. Il y a des obstacles, mais c'est tout à fait possible d'organiser ce type de démarche et on essaye de le faire au quotidien dans notre groupe politique. Pour revenir aussi sur cette question qui était sur la table il y a parfois des limites à la mobilisation citoyenne et c'est qu'à un moment on n'est pas à l'intérieur des institutions, on n'arrive pas à avoir le pouvoir de décision et on n'arrive pas à faire passer des arbitrages, à peser dans le jeu politique institutionnel. C'est dans ce sens-là qu'on veut porter dans cette rentrée avec notre groupe une proposition de loi pour instaurer le droit de vote à l'âge de 16 ans. Et c'est cette génération, il y a aujourd'hui une sorte de clivage générationnel qui est en train de s'installer en politique, entre cette jeunesse qui se mobilise énormément dans la rue, dans les réseaux sociaux, qui a des combats particuliers à eux-mêmes, liés au climat, liés à la place des femmes, à l'égalité entre les femmes et les hommes, liés à la lutte contre les discriminations. Tous des combats qui, aujourd'hui, n'arrivent pas au sein des institutions. Et donc, on pense vraiment que cette jeunesse doit pouvoir avoir sa voix dans les élections, dans les échéances électorales, d'autant plus qu'aujourd'hui, après cette crise sanitaire, on est en train de prendre des décisions qui vont impacter les décennies à venir. On est en train de créer énormément de dettes aussi, qui est une dette que ces jeunes générations vont devoir combler. On est en train de prendre des décisions par rapport à l'avenir de notre planète, à l'avenir de notre pays. Et donc, on pense vraiment que cette génération doit pouvoir avoir un mot à dire et que c'est très, très important qu'on les responsabilise aussi par rapport aux décisions qui sont prises. Donc, on va lancer énormément de mesures, de mobilisation, de campagnes autour de ce sujet-là et on espère avoir le soutien de vous tous dans cette salle. Merci beaucoup, Paola. Clément, en tant que co-animateur, ça te va si tu fais le mot de la fin? Et, du coup, Jacques-François maintenant. Moi, je suis venu avec une utopie concrète, comme prévu, et en fait, elle résonne pas mal avec le thème de ce débat. Il s'agissait de se dire, dans l'axe du numérique, en fait, on a un gros sujet du côté de la répartition des pouvoirs au sein de la société, c'est que cette chose qui traverse tous nos espaces sociaux, politiques et économiques qui est le numérique, est quelque chose qui est devenu très très loin des promesses initiales. C'est complètement éloigné de ce qu'on pouvait supposer avec une mise en capacité des uns et des autres, avec une société de la connaissance, un idéal encyclopédique, avec des formes... Alors, ça ne veut pas dire que tout va mal, ça veut dire que, par exemple, ce que les uns et les autres, vous avez pu souligner, des outils de prise de parole, sur les réseaux sociaux, de mobilisation, de coopération et voire de transparence avec l'open data, ça existe. Donc il y a énormément de bonnes choses qui sont là ou de choses fertiles, mais
on s'est livré avec mes camarades à la FING à un exercice qui consiste à dire, et si on appuyait sur la touche Reset, si on disait revenons aux promesses du numérique, et alors je ne vous raconte pas l'ensemble de ce travail, hein, vous avez trouvé ça en ligne, c'est un petit cahier d'enjeux où on a formulé l'idée, au fond, de sortir du fatalisme numérique, c'est-à-dire qu'il va inexorablement se retrouver avec un tout petit nombre de très grands acteurs qui vont somme toute capter la valeur dégagée par les réseaux, installer des formes de contrôle plus ou moins portés par les modèles économiques même qui rendent tout ça entre guillemets gratuit, et ça va pas très bien se passer. Raccordé et relié de façon très forte au sujet démocratique qui nous occupe, je voudrais le focaliser dans deux directions très rapidement. Première direction, c'est en fait le numérique comme vecteur ou non de qualité démocratique. Est-ce que comme le mentionnait Paula, comme le mentionnait Laurence également tout à l'heure, est-ce qu'on est en présence d'un numérique qui potentiellement donne la parole à toujours les mêmes, hein, les TLM qu'on connaît bien quand on fait de la démocratie locale. Est-ce que c'est d'autres toujours les mêmes? Est-ce qu'il y a, comme le soulignait Elliot tout à l'heure, j'allais dire une sorte d'ensemble d'activistes qui ensuite vont entraîner d'autres gens, etc., vers des combats dont on connaît au fond, quand ils se déroulent bien, ceux que tu mentionnais étaient très lisibles, on connaît les intentions de départ. Mais où sont les espaces d'élaboration? Qu'est-ce qui fait qu'on a au fond des outils numériques démocratiques inclusifs? Qu'est-ce qui fait qu'à l'arrivée, on va pouvoir entrer dans la complexité de ces sujets? Donc c'est un des premiers sujets qui nous paraît important à travailler. C'est pas parce qu'on développe des outils de pétition que les pétitions vont être formidables. C'est pas parce qu'on développe des outils de coopération sur mon téléphone ça marche qu'il va y avoir des formes collectives qui vont être pour autant intéressantes. Et donc potentiellement il y a des biais énormes dans le numérique appliqué à la démocratie, qui sont des biais qui se travaillent. La deuxième chose, c'est que le numérique lui-même est un ensemble d'objets trop complexes pour qu'on puisse se dire aujourd'hui, bah tiens, demain matin, il y a une convention citoyenne pour le numérique. Donc, comment est-ce qu'on discute de ces objets techniques pour que ça soit les nôtres ? Pour que ce ne soit pas simplement des objets qui soient captés par un ensemble de grands pouvoirs qui nous sont extérieurs. Et donc le point de départ, c'est d'identifier, et c'est ça l'utopie, en l'occurrence qui est derrière, c'est en fait, oui, on peut. Oui, on a tout un ensemble de leviers qui vont être des leviers transformateurs. Si par exemple, le numérique énonce des critères, si l'acteur public énonce des critères quand il met de l'argent public sur le numérique, du soutien à l'innovation, de l'achat public, etc. S'il pose des questions éthiques, d'inclusion sociale, d'empreinte écologique. Si par exemple, on arrive à prendre en compte davantage les impacts discutables du numérique sur l'environnement, et si on arrive à rentrer dans la complexité de ces impacts, si on commence à se poser la question des conditions de travail qu'impose le régime des travailleurs des plateformes ou ce genre de choses. Et donc, on va voir à la fois le numérique comme un ensemble d'outils pour toutes les luttes et comme lui-même un objet à travailler et un objet à transformer. Et ce qui est à l'intérieur de cette utopie, que je ne vais pas prendre le temps de développer par respect du partage de la parole, mais qu'on a publié et qu'on essaie d'avancer à échéance 2022, à échéance suffisamment courte pour être prenable et avec des formes collectives, c'est la certitude que nous pouvons, en rassemblant des acteurs hétérogènes, trouver des leviers pour transformer le numérique lui-même, et qu'en transformant le numérique, on transforme des choses importantes de la société et de la démocratie. Merci Jacques-François. Clément, je sais que tu es capable de conclure ou d'avoir un mot de la fin qui tienne les deux bouts ou les multiples bouts de cette discussion en quelques minutes. En quelques minutes. Donc peut-être, pour ne pas faire l'impossible exercice de la synthèse, je vous propose de revenir sur 3 points en fait, qui m'ont un peu marqué après tout ce qu'on vient de s'échanger. Le premier, c'est qu'on a beaucoup parlé effectivement de numérique, notamment comme vient de le rappeler Jacques-François. En fait, qu'est-ce que c'est que le numérique? Ça ne veut pas dire grand-chose. Il n'y a pas un numérique, mais il y a des numériques. C'est tout un tas d'outils. On a parlé de plateformes, d'applications. C'est tout un tas d'objets techniques
mais qui ne prennent vie qu'insérés dans des contextes. Et en fait, ce qui est important d'aller regarder, c'est ça. C'est de comprendre que les technologies ne sont pas neutres et qu'elles se mettent au service de dynamiques extrêmement différentes en fonction de qui les porte et en fonction des projets qu'elles animent. Ce n'est pas le même numérique, celui qui est porté par la Silicon Valley, par Facebook, que celui qui va être porté par des activistes qui vont être sur des projets de vouloir monter des communs numériques, qui vont vouloir proposer des outils pour construire et accompagner et amplifier les mobilisations. On a donc des réalités extrêmement diverses qui viennent du coup diffuser cette culture du numérique dans les contextes où ils se retrouvent plongés. Et qu'est-ce que fait cette culture du numérique ? C'est qu'il diffuse des imaginaires et elle permet des pratiques de collaboration, elle permet des pratiques de transparence, et on voit que ça vient accélérer ces dynamiques dans différents contextes. Donc, premier point, peut-être rappeler la dimension extrêmement plurielle. Deuxième point, peut-être se rappeler toujours de je viens de perdre ce que je voulais dire, ça c'est le jeu des 100 notes. Le deuxième point, autour de la... Excusez-moi. On passe au troisième. Le troisième, sur la question des finalités. Ce qu'on se rend compte, c'est que quand on est dans la diversité de ces... Attendez, je viens de me rappeler de mon deuxième, qui enchaînera mieux avec le premier. Donc, premier point sur la diversité des contextes. Deuxième point, peut-être se rappeler que toutes les mobilisations qu'on voit actuellement, avec du numérique ou pas, on voit un prisme très fort sur les objets et les méthodes. En revanche, ce qu'il est peut-être important de se rappeler, c'est que l'outil ou la méthode ne fait pas office de projet politique. On voit bien que c'est quand même extrêmement important de se rappeler qu'il faut mettre au service de quelque chose, d'un projet, les outils et les méthodes qu'on mobilise. Comme je dis souvent de manière un peu légère, l'important, c'est pas de participer, l'important, c'est bien de transformer les choses. On fait de la politique et pas du sport. Et peut-être, derrière cette idée qu'il faut se détacher des outils, les remettre à leur juste place, ça nous amène vers ce troisième point qui est pour quel horizon ? Parce que aussi, ce qu'on se rend compte, c'est que dans toutes ces initiatives, dans tous ces mouvements, les citoyens, ils rentrent dans le jeu souvent par rapport à des problèmes. Ils identifient des problèmes, des dysfonctionnements, et ils se mobilisent avec les outils et les contextes et les acteurs qu'ils ont autour d'eux pour tenter de les résoudre. Et comment on transforme l'essai ? Et je pense que quand on parle de ces nombreuses initiatives citoyennes, il est important d'avoir toujours cette question en tête de la question de la transformation sociale. C'est-à-dire quel pouvoir de transformation on donne à ces initiatives, et derrière, il y a nécessairement la question de la possible ou non collaboration avec l'acteur public, avec les pouvoirs publics. Quel type de collaboration on est prêt à nouer, et qu'est-ce qu'il faut avoir comme ressources en interne, quelle force il faut avoir pour être en capacité de les nouer. Et ça, je pense que c'est une question forte qui se pose à tous les nouveaux mouvements sociaux, mais il convient aussi de se rappeler que c'est une bonne vieille question de philosophie politique qui est ancienne et qui se retrouve juste réactualisée dans les contextes que nous connaissons. Voilà en quelques mots ce que je peux dire. Merci beaucoup Clément. Bon, personnellement, je suis évidemment extrêmement frustré. J'espère que c'est avant tout l'ouverture de discussions futures, mais j'ai plein de questions à vous poser aux uns et aux autres encore. Donc désolé, comme j'avais prévenu au départ, il n'y a pas de temps puisqu'il va falloir remettre la salle maintenant pour la plénière pour des questions. Mais en revanche, on va tous descendre dans les 10 minutes qui viennent après avoir remis la salle dans la cour du cloître et on se tient toutes et tous, enfin je pense, personne n'a un train tout de suite je crois, à part Clément, à votre disposition pour échanger. Immense merci à Priscilla et Laurence qui étaient à distance, c'est pas évident. Merci à vous aussi et bravo, on a réussi en 1h45 à dire beaucoup de choses.